Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Maybe Planet. Alors le rôle de notre média collaboratif est de s'interroger, d'étudier et d'informer sur les sujets parascientifiques et ses transversalités afin de générer une réflexion et un questionnement pour percevoir la vie autrement. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de liker l'émission avec un petit pouce bleu, de vous abonner à nos réseaux sociaux, nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter et sur Twitch, et puis de visiter notre page Tipeee si vous voulez nous donner un petit coup de main financier. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Philippe. Philippe, comment vas-tu ? Bonsoir Pascal, ça va très bien, merci. Bon, j'espère que mon son est bon aujourd'hui, je suis désolé. Sur 2 émissions précédentes, vous m'aviez indiqué que le son n'était pas terrible, et c'est vrai qu'il n'était pas terrible. Donc voilà, c'est parce qu'on a du nouveau matériel et on est petit à petit de le régler au mieux. Alors ce que je disais tout à l'heure, des fois, avec un simple casque téléphone, on avait un meilleur son, mais bon, petit à petit, on va y arriver. Oui, alors aujourd'hui, on va y arriver. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Dumont. Alors Nicolas est psychologue clinicien des expériences extraordinaires. Il va nous expliquer ce que c'est exactement. Alors moi, je suis très content de recevoir Nicolas parce que, alors on en parlait un petit peu en off, et c'est vrai que Nicolas, pour moi, tu marches dans les pas ou dans les recherches de John Mack. Et John Mack, pour moi, c'était un chercheur très important et qu'on a perdu beaucoup trop tôt. Bonsoir Pascal et bonsoir Philippe tout d'abord. Écoute, oui, moi comme je te disais effectivement off, moi j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de John Mack qui a quand même, pour moi, fait vraiment le premier travail, bon, universitaire, ça c'est sûr, mais sérieux, clinique sur la question des abductions, et un travail, je trouve, avec une pensée tout de suite positionnée dans la complexité. Voilà, parce que c'est un sujet complexe et pour moi, il se réduit pas à une explication simple, quoi. Ouais. Puis surtout, bon, c'est vrai quand on voit ces documentaires, quand on voit ces photos, ça avait l'air d'être un mec adorable, un mec super agréable. Et c'est vrai que j'aurais adoré avoir des discussions avec lui, mais bon, il est hélas parti en 2004. Il a eu un accident de voiture, il n'a pas traversé du bon côté en Angleterre, donc ça, hélas, ça pardonne pas. Alors, ce soir, si nous recevons Nicolas, c'est parce que Nicolas vient de sortir son nouveau livre, Clinique des abductions, qui est sorti chez notre ami Jean-Michel Grancier aux éditions JMG. Alors, vous le voyez à l'écran, hop, vous voyez, c'est la magie du montage, donc vous voyez la couverture du livre à l'écran. Alors, moi je suis ravi parce que, ce que je te disais en off, là, on va faire une espèce de triptyque. Alors c'est vrai qu'en ces moments d'actualité américaine, vidéo, pas vidéo, tôt les boulons, est-ce que c'est de l'infrarouge, est-ce que c'est du machin, ça fait du bien, justement, un petit peu de prendre, je dirais encore un petit peu plus de hauteur. On a eu l'occasion de recevoir Fabrice Bonvin dans le cadre de la sortie de son livre. On te reçoit toi, et on va recevoir aussi Cécile Cloulas dans le cadre de la sortie de son livre Leur mort a changé leur vie. Moi, ce que j'aime, c'est que là, on est sur des sujets pas simples, parce que très prospectifs, très exploratoires, mais c'est peut-être les plus intéressants. On parle avec Nicolas des abductions. Pour moi, les abductions, c'est le sujet le plus intriguant, le plus étrange de l'ufologie, mais c'est aussi celui qui nécessite peut-être le plus de compétences et d'expérience. Oui, c'est une question. moi, je t'admets que, très honnêtement, quand on a fait des enquêtes avec Philippe, et Philippe nous en touchera un mot, on a eu des gens qui nous contactaient, parce qu'on a des gens qui disaient, là j'ai vu ça, j'ai photographié ça, j'ai filmé ça, bon ok, mais on avait des gens aussi qui venaient en disant, voilà, moi j'ai vécu une abduction, j'ai vécu un contact, et c'est vrai qu'on a toujours été extrêmement, enfin c'est même pas extrêmement prudent, c'est qu'à chaque fois on disait non, nous on peut pas gérer ça, parce qu'on n'a pas les compétences, parce que c'est trop spécifique, et de façon générale, on envoyait vers une association que tu connais bien, puisque c'était le CERO de Myriam Bellemire. Et très honnêtement, Nicolas, et ton avis m'intéresse là-dessus, je reproche quand même beaucoup à certains ufologues d'aller sur des cas d'abduction sans aucune compétence, et même avec des a priori ou en cas des idées préconçues. Et moi, quelque part, je pense que souvent, ils font beaucoup plus de mal que de bien. Ils se font plaisir à eux, mais pour la personne qui se dit abductée, je suis pas sûr qu'ils fassent pas des dégâts quand même. Oui, on peut dire que l'abducté situe, comme beaucoup d'expériences extraordinaires, dans le risque que son expérience soit de nouveau
rapté. Rapté soit d'un côté par les Oui. sceptiques, dire tout ça n'est que ne sont que des hallucinations, des confusions, etc., etc. Ou de l'autre côté par les ufologues en disant tout ça n'est que d'une certaine manière une expérience d'enlèvement extraterrestre et en vraiment s'appropriant l'expérience et parfois même en la connotant trop rapidement, quoi. Parce que c'est une expérience complexe et qui peut se confondre avec différentes choses. Il peut y avoir évidemment des surinterprétations. Ça peut aussi être lié à autre chose. Et puis il y a une façon aussi d'aborder l'abduction parce que malgré tout, il y a quand même pour beaucoup d'entre eux une dimension psychotraumatique à l'expérience. Et rien que ça s'approche avec beaucoup de finesse, quoi. On peut pas simplement attraper ça. Je me rappelle par exemple d'une abductée dont le mari était passionné d'ufologie et elle lui disait mais ce que tu vis c'est des abductions, ça a à voir avec les ovnis. Et pour elle ça rajoutait trop d'informations en fait. Il y avait déjà le trauma à gérer, il y avait la vie quotidienne, il y avait la vie quotidienne avec un trauma, puis une histoire de vie évidemment parce que ça arrive aussi dans des histoires de vie. Et rajouter le fait que c'était de nature ufologique, elle n'était pas en capacité de pouvoir intégrer ça. Et du coup, ça crée beaucoup de conflits dans leur relation. Et elle a mis des années à pouvoir, en fait, relier ce qu'elle vivait à l'ufologie, en fait. Oui, et puis, enfin, encore une fois, enfin, moi je le dis, tous les gens qui se disent abductés ou qui se pensent abductés, utilisons plutôt ce terme, tous les gens qui se pensent abductés ne le sont pas tous. Enfin, je veux dire, enfin, voilà, il y a tout un champ des possibles qu'il faut explorer. Et encore une fois, je ne suis pas sûr que des gens passionnés par la possibilité de la vie ailleurs dans l'univers et par la possibilité qu'ils viennent nous visiter soit en compétence pour aller voir quelqu'un qui a peut-être une pathologie psychique, psychologique. Voilà, moi des fois j'appelle ça un peu les éléphants dans un magasin de porcelaine quand même. C'est vrai que Voilà. en tant que psy, on va toujours situer le discours. Enfin, qui dit quoi, hein. C'est-à-dire un discours est situé dans une personnalité, enfin au sein d'une personnalité, au sein d'une dynamique, hein, une histoire. Et puis au sein c'est un champ d'expérience, c'est-à-dire pouvoir dire l'expérience que tu me parles se situe dans ce qu'on appelle l'abduction, ça veut dire qu'elle ne se situe pas dans d'autres champs d'expérience. Moi, je crois qu'il faut, oui, des compétences croisées. Après, moi, je connais pas assez bien le monde ufologique pour dire quelque chose des Oui, ufologues. alors, En tant que psy, je justement, dirais que faut un certain doigté, effectivement. tu me tends perche justement parce que alors moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans ton livre en fait c'est que tu nous expliques ton background initial et en fait tu nous dis même mais moi je suis pas ufologue et je suis pas venu à la psychologie pour parler des abductions, c'est pas un hasard mais enfin c'est une forme de synchronicité que tu aurais pu ne pas saisir en fait parce que toi au départ tu viens de la psychologie et on va dire de la psychiatrie même peut-être pure. De la psychologie clinique et de la psychopathologie. Et effectivement, mon intérêt s'est très vite porté vers les états modifiés de conscience. Au départ, c'était dans un pur intérêt de traitement, enfin de santé mentale en fait. Hein. C'est-à-dire que Oui. moi, je cherchais le moyen le plus efficace de traiter mes patients. Et j'avais lu la littérature. Enfin, ça fait. Moi, j'ai formé en 80. J'ai commencé la fac de psycho en 95, donc 95 à 2000. Et 2002, j'étais diplômé en 2002. Et donc, dans cette période-là, moi, j'avais lu les récits d'expériences de mort imminente, justement. Tu parlais du troisième auteur, là, en introduction, sur son livre sur les morts imminentes. Et j'avais vu que les expériences de mort imminente avaient un impact thérapeutique majeur chez les gens. Oui. C'est ça qui m'a, en fait, amené à m'intéresser aux états modifiés de conscience dans vraiment un intérêt thérapeutique. Et puis de fil en aiguille, ça m'a emmené beaucoup plus loin et dans l'exploration des états modifiés de conscience, je me suis passionné pour ça. Et puis voilà, ça m'a emmené jusqu'à la respiration anthropique, au chamanisme, à l'INRES. Et c'est dans le cadre de l'INRES que j'ai rencontré Alors voilà, oui, effectivement. l'abduction, en fait. Ça c'est intéressant parce qu'effectivement, tu expliques qu'en fait, tu as, oui, on va dire postulé, on va dire, enfin, c'était pas une offre d'emploi, mais en tout Oui. cas, tu as postulé à une proposition qui était faite par l'INRES de Stéphane Alix. Tu as été sélectionné. Et puis là, quelque part, ça a ouvert encore de nouvelles portes. Ah oui, complètement. Hein. J'avais pas idée, mais c'est vrai que ça et notamment les abductions parce que au départ, bon, l'approche de l'INRES c'était de grands champs en fait, hein, sur toutes les expériences extraordinaires, mais il y avait quand même une pudeur par rapport à la question ufologique. Par exemple, l'INRES avait pas trop fait
de dossiers sur la question des ovnis, encore moins sur les abductions. Et puis Stéphane était en train de tourner son opus d'enquête extraordinaire sur les abductions. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, qu'il m'a demandé d'intervenir auprès d'une abductée qui s'appelle Sonia, qui est assez connue maintenant, je crois, et qui venait de vivre justement une expérience d'abduction peu après le tournage, une abduction pardon, qui avait bien secoué. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'il m'a demandé si je voulais bien la prendre en charge. Et puis bon, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier, disons, des abductions. Puis après, ça n'a pas cessé, en fait. Et donc, de fil en aiguille, c'est là où tu as rencontré Myriam Bellemire. Oui. Je crois que vous avez discuté autour dans un restaurant tunisien, et justement, il y a cette anecdote où on vous apporte à manger dans une espèce de soucoupe. De couscoussière. Là, vous me dites, ok, là, c'est un signe. Oui, c'est vrai qu'on était en train de parler de la création du sirop. C'est Myriam Bellemire qui m'avait contacté, parce qu'elle, bon, en tant que expérienceuse de tout un tas de types d'expériences, elle était bien connue à l'INRES parce qu'elle participait quasiment à tous les groupes, parce qu'on faisait des groupes thématiques, puis comme en fait elle avait vécu un peu tout, elle venait à peu près à tous les groupes, donc on la connaissait bien à l'INRES. Et Myriam, en tant qu'abductée, voulait créer une association pour les abductés parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas assez d'accueil, d'associations sérieuses en fait qui pouvaient les accueillir et les accompagner. Voilà. Oui, parce que du coup, de l'accueil, tu en as, mais pas toujours d'excellente qualité quand même, encore une fois, quoi. Alors voilà, elle voulait quelque chose de sérieux, qui soit monté avec des thérapeutes, et du coup elle a fait la demande à l'INRES en fait s'il y avait des psychologues dans le cadre du réseau qui pouvaient être intéressés pour monter l'association avec elle. Donc moi on m'a fait parvenir la demande parce qu'on m'appelait Monsieur Abduction parce qu'on m'envoyait un peu tous les cas, et moi j'ai trouvé ça très intéressant comme démarche. Alors on s'est rencontrés dans un restaurant tunisien effectivement. Et au moment où on abordait la question de l'association, s'est posée une soucoupe volante en inox au milieu de nous deux, sous forme de couscoussière. On a beaucoup ri. Et voilà comment s'est créé le sirop. Voilà. Enfin, moi, j'appelle ça une synchronicité, malgré tout. On peut dire ça. En tout cas, il manquait plus que le mot humo écrit dessus et c'était bon. C'était bon. On avait la totale, effectivement. Bon, alors, le fait est que tu as travaillé quoi, 4 ans avec le sirop à peu près, au moins, non? Oui, 4 ans. D'abord, j'ai organisé toute la partie clinique parce qu'on voulait une association bicéphale, on pourrait dire. Oui. C'est-à-dire où il y ait vraiment un équilibre entre les expérienceurs et puis les cliniciens, disons. Et qui n'est pas une prise de pouvoir de l'un sur l'autre, qui est vraiment une association qui soit à la fois vivante, humaine, chaleureuse, entre expérienceurs avec le soutien, mais en même temps rigoureuse, clinique au sens aussi d'un non-positionnement. Ça veut dire, dans cet espace, il est important pour nous que les expérienceurs se retrouvent en terre amie pour pouvoir avoir le temps de construire une opinion personnelle en fait sur ce qui se passe, une compréhension, recevoir un soutien et des techniques thérapeutiques si c'était nécessaire, ou des orientations vers des suivis thérapeutiques. Mais voilà, qu'ils aient un espace où on ne va pas attraper votre expérience ou vous forcer à croire à quoi que ce soit. Voilà, donc on a vraiment assez bien pensé le cadre. Et voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans, puis après, j'avais vraiment plus le temps, j'étais trop débordé de tout un tas de choses. Alors du coup, j'ai passé la main. Et heureusement, on avait recruté Isabelle de Cochereau, qui est une psychologue, qui était une ancienne de l'INRES. Pour l'anecdote, c'est Isabelle qui m'avait recruté à l'INRES. Ah bah d'accord, comme ça. En fait, et c'est moi qui l'ai recruté pour le sirop. Alors on s'est passé la main. Ça c'est sympa, effectivement. Alors, justement, je voulais profiter de la présence de Philippe, parce que Philippe, toi, une de tes premières enquêtes, c'était justement quelqu'un qui indiquait, enfin, qui témoignait vivre des choses assez extraordinaires. Et c'est vrai que c'est difficile, malgré tout, quand on n'a pas le background, de gérer ça, quoi. Alors en fait, c'était ma première enquête. Oui, voilà, c'était la première. Le premier témoin que j'auditionnais. Et effectivement, lui, il était vraiment perçu. Alors, par contre, on avait tout. On avait tout ce qu'on peut lire dans la littérature. Il avait des signes, des stigmates. Il avait vraiment tout, absolument tout. Et alors, très vite, on en avait assez rapidement parlé avec Pascal, parce que très vite, on s'est aperçu qu'on n'avait pas les compétences en fait pour gérer ça.
En plus de ça, il en était tellement persuadé qu'il était en train d'embarquer toute sa famille là-dedans, sa femme, ses enfants, il avait une toute petite fille. Et donc voilà, en fait, assez rapidement, on s'aperçoit que bon, il faut pas jouer avec ça. Il faut laisser, il faut laisser faire des spécialistes. On s'aperçoit aussi qu'il peut y avoir plein d'autres choses derrière ça qui masquent. Voilà, ça peut être aussi juste une façon de masquer les choses. Qu'il ait absolument, justement, tous les symptômes qu'on peut voir. Je pense que quand même que ça voulait dire qu'il avait une culture quelque part. Une culture du ufologue. Alors lui, en plus, c'était couplé avec, en fait, avec l'observation d'un ovni, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Lui, c'était couplé observation d'un ovni, missing time, suivi par la suite dans son lit, paralysie, petit gris, tout quoi, tout. C'est le catalogue quoi. Et là, il avait tout le catalogue. Parce que alors. Le problème, c'est qu'on a envie de savoir, on a envie. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que lui, il croyait. Ça, c'est sûr. Et lui, il était totalement sincère. Il y croyait, en tout cas. Alors, voilà, que faire? Est-ce que le conforter dans sa croyance ou non? C'est ce nous, on a fait non, on l'a orienté vers le sérum. Moi, encore une fois, c'est un sujet passionnant parce que quand ces gens nous délivrent ce témoignage, moi, déjà, encore une fois, je dis pas c'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, mais voilà, c'est super intéressant. Et toi, justement, tu indiquais en introduction que tu es un psychologue clinicien des expériences extraordinaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça en quelques mots? On va dire que c'est un domaine de spécialité et en même temps un domaine généraliste, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'expérience extraordinaire ou l'expérience exceptionnelle aussi, ça a plusieurs dénominations. C'est tout le champ d'expérience, on pourrait dire, de contact avec un niveau non ordinaire de la réalité, étant entendu par niveau non ordinaire de la réalité, ce qui échappe un peu à ce dont on fait l'expérience quotidiennement et dont on parle quotidiennement. Mais c'est évident que disant cela, c'est une notion très culturelle. C'est vrai que quand on lit ça, on pourrait dire mais c'est tout ce qui est expérience extraordinaire, dans le sens où, par exemple, c'est quelqu'un qui vit un braquage, c'est quelqu'un qui vit une situation non ordinaire, mais par contre, là, enfin, tu vois ce que je veux dire, ça pourrait être prise d'otage, enfin des choses pas ordinaires, quoi, et heureusement, quoi. Oui. Mais là, non, ça concerne voilà. Le champ des expériences de mort imminente, des sorties hors du corps, ce qu'on appelle les éveils de Kundalini ou les expériences psychospirituelles, les phénomènes psy, les contacts ufologiques, etc., etc. Il y a toute expérience un peu exotique qui nous parle d'un niveau de réalité non matériel. C'est ça, qui est au-delà de la matérialité. Enfin bon, le dire comme ça, c'est peut-être pas très juste parce que dans tout ce que j'ai dit, il y a plein d'expériences qui se passent dans la matérialité. Mais disons qui concerne un niveau non ordinaire de la réalité. Voilà. Ouais, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, tu expliques que ce livre, en fait, tu l'as écrit, enfin, tu as décidé, enfin, il était là, mais tu as décidé de t'y mettre en janvier 2020 parce que tu as lu une tribune d'un zététicien qui t'a mis un petit peu hors de toi et qui t'a fait dire, bon, là, maintenant, il faut arrêter un peu de dire des bêtises, il va falloir un petit peu, peut-être, cadrer les choses et les écrire. C'est un petit peu ça qui s'est passé? Oui, parce que ça faisait longtemps. Moi, si tu veux, quand j'ai quitté le Séro France, j'étais vraiment occupé à tout un tas d'autres choses en fait, et donc les abductions étaient un petit peu plus en arrière-plan, et j'avais vraiment pas le temps de l'écrire cet ouvrage en fait. J'avais pas d'espace-temps pour l'écrire, mais je restais quand même avec 6 ans d'expérience clinique, des élaborations, des repères, etc. J'avais tout un tas de choses à l'esprit. Et en même temps, j'avais envie quand même de rendre compte pour donner à la communauté ufologique ma contribution, disons. Mais je trouvais pas du tout la motivation, et c'est grâce à un zététicien, mais je sais pas son nom ni c'est l'article, je me rappelle plus. Mais quand j'ai vu la crétinerie de l'article, quoi, que vraiment ça m'a agacé. J'ai dit non mais là ça suffit, il faut quand même essayer de poser quelques repères un peu construits, parce que là on peut pas laisser ça aux sceptiques, c'est pas possible.
Bah, écoute, alors j'en profite, alors quand on passera l'émission, on aura fait un voyage dans le futur, mais par exemple ce matin, on a entendu sur RTL Yves Calvi qui pensait faire enfin avec un de ses chroniqueurs qui parlait justement du rapport de la paix attendu près de l'humour en disant qu'il faudrait faire une étude entre la sortie du Beaujolais et les observations d'OVNI, quoi. Enfin, on en est encore un peu là en France quand même. Enfin, sur les observations d'OVNI, donc je parle même pas des abductions et des contacts, quoi. Oui, c'est un autre niveau. Carrément, c'est juste inaudible, quoi. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu définis ton métier en disant j'essaie de rendre disciple extraordinaire. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce que c'est vrai que souvent on se dit le problème c'est qu'on vit une expérience et quand on revient, on n'est pas câblé pour vraiment on n'a pas les mots, ou on n'a pas la capacité de reproduire ou d'expliquer clairement. C'est un peu la grotte de Platon en fait. On revient mais on ne sait pas expliquer, ou on essaie de mettre ça dans nos filtres, c'est super compliqué quand même. Oui, absolument. Et c'est une des caractéristiques, de toute façon, des états, des expériences extraordinaires de manière générale, en fait. C'est-à-dire, si tu prends l'expérience de mort imminente, c'est très difficile de ramener ça dans des mots, parce que, comme disait très bien John Mack, il le formulait comme ça, notre langage est linéaire et est inapte à rendre compte de la multidimensionnalité et de l'expérience, en fait. Et c'est très juste, en fait. C'est-à-dire que comment raconter, rendre pensable, rendre dissible quelque chose que j'ai vécu dans une multidimensionnalité. En fait, déjà, le cerveau n'est pas toujours en capacité de tout recoder, quand il s'agit d'une expérience de mort imminente ou d'une sortie hors du corps, par exemple. Tu peux contacter des niveaux de réalité ou des expériences psychédéliques. Si on prend un exemple plus commun dont tout le monde a fait expérience, c'est un rêve. Un simple rêve, en fait. Raconter un rêve, ça demande déjà de le réélaborer. C'est déjà une première transformation. Et encore, le rêve, c'est le rêve. Mais on a des niveaux de réalité qu'on peut contacter, parfois qui mettent vraiment du temps à être pensables. Et pour ce qui est de l'abduction, il faut rajouter souvent la dimension traumatique, qui fait que c'est difficile non seulement de rendre compte de ce que j'ai vécu, mais en plus, quand je m'approche de mon expérience, j'ai tous les symptômes traumatiques qui se réactivent. L'angoisse, l'effroi, les sensations d'impuissance. L'inattendu, quelque part. L'inattendu, je veux dire, on vit quelque chose qui, normalement, n'existe pas, quoi. On m'a toujours dit que ça n'existe pas, je suis en train de le vivre, il y a un problème, quoi. Enfin, voilà, c'est une rupture de la réalité, quoi. Alors, moi, j'ai une question, quand même, parce que toi, tu viens du monde... Enfin, les termes sont peut-être pas bien choisis, mais du monde classique de la psychologie. Comment ça se passe avec les confrères? Parce que c'est vrai que ton livre, j'ai l'impression que tu l'as aussi écrit comme un guide pour tes confrères, pour commencer peut-être à poser aussi... Enfin, c'est le chapitre, essentiellement le chapitre 1. On sent vraiment qu'il y a une volonté de ta part de dire, écoutez, amis praticiens, j'essaie de vous donner aussi les clés et les quelques expériences que j'ai pu faire quand même. Oui, absolument. Oui, tu as bien senti. Écoute, chez les collègues, c'est très varié. Évidemment, majoritairement, ils ne connaissent pas la question. Oui, mais quand j'en parle avec eux, il y a différents types de réactions. Je m'adresse en tout cas là. J'ai voulu m'adresser en tout cas aux psychologues qui peuvent s'intéresser au domaine de l'ufologie. Et effectivement qui ont besoin d'avoir des repères pour pouvoir rentrer dedans, parce que étant spécialisé moi dans les expériences extraordinaires, c'est assez facile d'avoir les repères pour rentrer dans ce champ d'expérience, en fait. Mais quand t'as pas les repères d'expériences extraordinaires, les abductions deviennent une espèce de jungle, en fait. Du coup, ce que j'ai voulu, c'est effectivement donner des repères de pensée pour que les associations ufologiques qui ont des psychologues dans leur groupe, en fait, peuvent s'approprier assez facilement. Écoute, s'il y en a, en tout cas, il y a pas en France. Oui. Je le regrette, attention, qu'on soit clair. Nous, on a toujours essayé justement de s'attirer les services de quelqu'un de compétent, et c'est pour ça qu'on a envoyé sur le cerveau. Mais je suis pas sûr que beaucoup d'associations de recherche cherchent à avoir un psychologue, très honnêtement.
Il devrait, hein, parce que comme il y a une dimension, la dimension de la conscience est quand même forte dans la question ufologique. Pour moi, ça peut pas s'arrêter simplement à juste une observation de à quelle distance c'était, de quelle couleur c'était, ça brillait pas, vers la dimension juste mécaniste, mais qu'il faut aussi rajouter la dimension conscientielle. Et voilà, bah, c'est notre métier de le faire. Alors, Et voilà, je de pense que savoir de c'est quoi on important. parle, Ouais. effectivement. Et, Alors, Nicolas, est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui se pensent, qui sont abductées en France? Est-ce que Pas c'est du des tout. dizaines, des centaines, des... Écoute, ça doit être au moins des centaines, ça c'est sûr, parce que dans le cadre du Céro France, déjà, je sais pas trop aujourd'hui combien il y a eu d'adhésions, mais bon, on a eu pas mal alors qu'on n'était pas très connus au départ. Et donc ça me laisse penser oui, que c'est un phénomène beaucoup plus commun qu'on le pense. Moi, j'étais très surpris hein, quand j'ai commencé au Céro parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Ouais. Mais après, Mm. de là, faire une statistique, ça me semble un petit peu compliqué de faire une statistique parce que tu vois, il faudrait déjà pouvoir discerner ce qui est d'une abduction de ce qui est autre chose, en fait. t'as Les pas... gens eux-mêmes sont Ouais, pas toujours en capacité de le faire. Ouais. ouais, effectivement. Et puis encore une fois, on est, en tout cas en France, alors aux États-Unis, c'est beaucoup plus ouvert. Hein. Aux États-Unis, tu dois avoir un Américain sur deux qui doivent te dire oui, moi j'ai vécu une abduction. Bon, encore une fois, penser Ouais. l'avoir Mm. vécu, ça veut pas dire qu'on l'a vécu. En France, c'est Non. assez touchy. Et justement, tu reprends le texte de l'artiste Yann Alexander qui a fait une émission il n'y a pas très très longtemps pour parler justement de son abduction. Et c'est assez courageux, justement, je trouve, pour un artiste Bon. d'aborder ce thème-là. Oui, oui, c'est vrai. Puis il en parle avec beaucoup. Ça, c'est quelqu'un qui en parle avec beaucoup de nuances aussi, de Oui, précaution oui, oui, de en fait recul, de ouais. son expérience et de recul. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui il est agréable de réfléchir ensemble parce que je trouve que c'est important de pas seulement on peut réfléchir sur l'abduction et sur les témoignages, mais ça me semble vraiment important de réfléchir avec les expérienceurs et avec le recul. Hein, on a tous des positionnements différents, mais que voilà, eux, ils sont bien placés pour aussi parler, en tout cas à partir du dedans de ce qu'ils vivent, et puis de croiser avec d'autres observations. Parce que, par exemple, moi, ce qui m'a vraiment intéressé auprès des abductés, c'est de me dire bon, là, on a une expérience avec un niveau non ordinaire de la réalité, on va dire. Bon, moi, je les ai appelés aliens, mais en gardant le sens polysémique de l'anglais, Oui, c'est-à-dire alors voilà, ouais, Et, tu au expliques sens bien pourquoi général. tu utilises ce terme, effectivement. Ouais, ouais. ouais. Mhm. Et comme ça permet, moi, de faire l'économie, de trancher sur de quelle origine ils sont, est-ce que c'est extradimensionnel, ceci, cela. Je n'en sais rien. Par contre, qu'il soit une altérité radicale, ça, moi, j'en ai la conviction. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec une expérience transpersonnelle, on n'est pas avec des défunts, on n'est pas avec voilà. Et c'est vraiment une présentation trop particulière, trop singulière pour que je puisse dire voilà, non, ça ressemble pas aux expériences de contact avec les défunts, non, ça ressemble pas aux expériences de type transpersonnel, ça veut dire de type spirituel, de contact avec des niveaux spirituels. Non, ça ne ressemble pas à ceci, ça ressemble pas à cela. C'est assez singulier quand même, la clinique de l'abduction. Et du coup, si on a des humains, hein, des hommes, des femmes et des enfants, des ados, qui nous parlent de ce type de contact, moi, ce qui m'intéresse en tant que psychologue, c'est de me dire, tiens, bah, on a aussi une clinique, c'est-à-dire disons, un champ d'observation, pour regarder c'est quoi l'impact, comment ça nous impacte de rencontrer un alien. C'est quoi Ouais, l'impact sur les gens, effectivement. en fait. Et puis, à partir de cet impact-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui se passe dans ce lien? Qu'est-ce qu'on peut poser comme piste sur la nature de cette relation? Voilà, de tout un tas de questions autour après, sur où nous emmène ce contact, où est-ce que nous sommes, nous, voilà, humains, dans notre trajectoire de rencontre avec des Par contre, altérités, voilà, sur le plan. j'avais une Ouais. question parce que malgré tout, on va dire que tu es avantagé puisque en France, le sujet est quand même très, 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 très touchy, pour pas dire autre chose, encore une fois. Mais comme tu passes beaucoup de temps en Amérique du Sud, ça quand même, ça équilibre beaucoup, quoi, parce qu'on sait qu'en Amérique du Sud et au Mexique, où tu passes beaucoup de temps, il y a quand même une vision totalement différente des choses. On sait que le Ah oui. spiritisme au Brésil est très marqué, qu'avec le chamanisme sud-américain, bon, bah, l'entité extraterrestre, ou en tout cas l'autre, bah, c'est quelque chose de normal, quoi. Donc ça doit quand même te faire un choc à chaque fois quand tu reviens en France de voir un petit peu
le caractère étriqué de Oui, la France ça tout c'est court, sûr. quoi. Oui, oui, ça c'est évident. C'est même assez, oui, c'est toujours marquant, mais bon, j'y suis habitué. Moi, ce qui m'a vraiment Ouais. surpris quand la première année, je suis arrivé au Mexique, et puis ça me surprend toujours autant, pardon. Soit je suis vraiment abducté, soit le nombre d'abductés au Mexique est très important, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est globalement ouvert, et je rencontre plein d'expérienceurs en fait au Mexique, beaucoup plus qu'en France, soit Mhm. de témoins d'OVNI, soit d'expérienceurs d'abduction. Enfin, c'est vraiment, j'étais assez scotché, ouais, par ça. Après, c'est sûr, bon, l'ouverture au chamanisme, euh, bon, la spiritualité en Amérique latine Oui, est quelque chose qui est d'emblée très ouvert, hein. Donc, c'est vrai que les sujets Ouais. circulent plus facilement. peut-être trop Après, même, ceci dit, parce que ouais, il y a ouais, l'autre versant, ceci dit, hein. ouais, L'autre versant, c'est une crédulité, ouais, faut beaucoup de ouais. discernement là aussi. Ouais. Moi, je le constate, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de vidéos qui sont. Enfin, si on prend l'exemple des photos ou des vidéos, il y a souvent des vidéos qui sont quand même too much, enfin, où on voit qu'il n'y a aucune étrangeté, ou en tout cas, à part vraiment qu'on va y trouver des choses étranges qui ne le sont pas. Et malgré tout, elle vient quand même souvent de l'Amérique du Sud. Donc Oui, voilà, il faut quand même équilibrer parce que parfois c'est ouais. peut-être too much et ça va peut-être trop loin aussi, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est assez facile parce que quand tu leur demandes de devenir factuel, c'est là où Ouais, tu vas assez vite, tu vois assez vite, ou si te montre une vidéo, tu vois assez vite. Mais je pourrais te montrer des vidéos qui sont assez scotchantes quand même, hein. ouais, non, 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 mais c'est. Non, mais enfin, c'est vrai qu'on souvent on nous transmet des choses et c'est vrai que. Bon, voilà, on sent parfois une certaine crédulité ou en tout cas, le risque est de dire oui, bon, bah, ça existe, nous on se pose pas de questions, donc ça veut dire qu'on accepte tout de fait, quoi. Voilà, Mm. en perdant peut-être parfois un petit peu son esprit critique. Par contre, ce que je peux dire, c'est que Peut-être. l'homogénéité, en tout cas des expérienceurs, ça c'est quand même un trait, Ouais, ouais, qui attire l'attention en fait, hein. C'est-à-dire que les expérienceurs en France, après il y a la manière dont je lis l'expérience, voilà comment je l'interprète, je la reprends, etc. Mais il y a quand même une communauté, il y a une homogénéité, voilà, non seulement dans le contenu des expériences, mais dans l'impact de l'expérience. voilà. C'est-à-dire que Mm. On bon, va y venir justement. hmm, Bon, alors, justement, Nicolas, dans ton livre, tu utilises une illustration qui indique que la carte n'est pas le territoire, et tu parles, dans la scène du contact, de penser un territoire hybride, c'est-à-dire que tu dis que les boulons, c'est peut-être pas ça, le tout spirituel, c'est peut-être pas ça, ça se passe peut-être entre les deux, en fait. alors, pour répondre plus exactement, bon, il y a le premier expérienceur que j'ai rencontré, le deuxième, le troisième, le quatrième, le dixième, le trentième, le quarantième, le soixantième. Bon, Et au bout d'un on va moment, dire je me que suis rendu compte que t'en as rencontré ce plus de qu'on 100, toi, en fait, hein. ouais, bah, j'ai pas trop compté, mais c'est à peu près ça parce que voilà, j'ai fait un dossier pour chacun. Du coup, j'ai pas Ouais. mal de dossiers. Donc là, il y a ceux que j'ai rencontrés pour lesquels j'ai pas fait de dossier parce que je les ai pas rencontrés dans un cadre clinique. Enfin bon, voilà, donc j'ai estimé à peu près à une centaine. Mais voilà, ce qui m'a moi surpris, qui n'avait pas de culture de l'abduction et de l'ufologie en fait. J'avais une culture générale quand même de l'ufologie, mais Oui. j'ai pas fouillé à fond le sujet si tu veux. Et du coup, je me suis rendu compte que ce qu'on appelait abduction, même dans les écrits de John Mack, d'ailleurs, quand j'avais lu le premier sur je sais plus comment il l'appelle, comment s'appelle le premier sur les enlèvements extraterrestres, je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. Alors, Je alors m'a- c'était. Il y avait deux titres. Il y avait deux titres, mais je. Disparition extraterrestre, je crois, mais je suis plus sûr. Mm. Il y a eu deux éditions, ouais, et après il y a eu Passeport et vers le cosmos, effectivement. voilà, Passeport pour le cosmos, qui nous situe là dans un autre plan de réflexion. Mais sur le premier, en fait, et puis d'autres d'ailleurs, d'autres choses que j'avais pu lire, je m'attendais, moi, avant d'entrer dans cette clinique-là, à finalement du taules-boulon. Je m'attendais du Ouais. chair et os, quoi, c'est-à-dire des ovnis, des petits gris en chair et en os qui viennent enlever des personnes, etc. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'était plutôt un spectre d'expérience qui avait un petit peu les expériences se passaient dans différents plans de conscience, dans différents plans de réalité. Il y avait certains récits qui me situaient bien dans la matérialité, c'est-à-dire que ça semblait
le récit semblait être tolé-boulon, semblait se passer vraiment ici, laisser des empreintes, etc. Ça veut dire que je voyais pas pourquoi interpeller une hypothèse complexe, la personne me parlant d'une expérience qui semblait, en tout cas, proche de la représentation qu'on attend aujourd'hui. Peut-être dans 40, 50, 60 ans, ce sera peut-être has-been et on verra peut-être que c'est une expérience qui déjà était, voilà, bizarre. Jusqu'à des expériences qui étaient vraiment trop oniriques en fait dans la forme, hein, qui nous place dans Alice au pays des merveilles, où un de mes collègues psychiatres ou psychologues classiques écouterait ce récit-là et dirait bon bah c'est un récit, c'est délirant en fait, c'est un délire hallucinatoire et point en fait. Sauf qu'un délire hallucinatoire ne laisse pas de marque dans l'environnement. Un délire hallucinatoire n'est pas perçu par les gens autour, ne laisse pas des empreintes et ne crée pas non plus d'impact psychospirituel. Voilà, par exemple. Hein. On n'a jamais vu une hallucination créer un éveil des capacités psy, une capacité à sortir hors du corps, etc. Ça. Bon, et du coup, en fait, j'ai appelé cette catégorie de territoires les territoires hybrides, parce que ça, à la fois il y a une manifestation physique, mais il y a des distorsions qui me paraissaient psychédéliques. En gros, c'est comme si la personne me racontait un récit où elle avait vu un ovni, mais qu'elle-même avait pris du LSD en grosse quantité, en fait. Du coup, l'ovni était bien là, mais par contre, elle le percevait avec tout un tas de distorsions qui venaient de son propre psychisme, en quelque sorte. Alors, après, je me suis rendu compte que les ufologues connaissaient très très bien ça, que j'avais rien découvert, juste les ufologues l'observaient très bien, mais sans pouvoir vraiment le penser, pourquoi ça fait ça, qui distord. Du coup, je me suis dit, en tant que psychoclinicien, je m'intéresse à cette question avec mes outils à moi de penser, c'est-à-dire entrons là-dedans et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces distorsions-là. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut en comprendre, quelles hypothèses on peut poser, parce que je ne sais pas si j'ai compris, mais j'ai posé des idées en tout cas. Oui, mais encore une fois, alors, justement, j'allais venir là-dessus parce qu'on voit bien que la première partie du livre est quand même une aide apportée aux cliniciens qui voudraient se pencher sur la question, et je pense qu'il ferait bien de le faire parce que parfois on classe peut-être des choses un peu vite parce que c'est dans son cadre, hein, comme on dit souvent, on cherche les clés qu'on a perdues sous le lampadaire, c'est pas parce qu'elles sont là, c'est parce que c'est là où il y a de la lumière. Donc là au moins ça peut ouvrir des champs, mais c'est tout à fait ça en fait. Mais tu parles pas qu'aux praticiens dans ton livre, tu parles aussi aux expérienceurs, si on peut les appeler comme ça, et quelque part aussi il y a tout un cheminement que tu leur proposes, parce que tu abordes un point qui est important pour moi, c'est l'isolement social qui peut être lié à ce type d'expérience, et c'est vrai que ça peut aller assez vite quand même. On a vu des gens, mais c'est vraiment la grotte de Platon, hein. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, Nicolas. Tu sors de la grotte, tu vois le soleil, et tu vas essayer d'expliquer ce qu'est le soleil aux gens qui sont restés dans la grotte, et quelque part, enfin moi souvent je dis que parler de ce genre d'expérience c'est une forme de suicide social quelque part, si on s'y prend mal. Oui, et puis qui expose au rejet, qui expose à la raillerie, qui expose à tout un tas d'attaques en fait qui sont, moi j'appelle ça le système immunitaire psychique en quelque sorte de la culture, tu vois. C'est-à-dire que les individus, ils ont leur paradigme. En fait. Voilà. Bon, je disais moi que évidemment il y a la réaction individuelle, mais qui sont aussi des réactions conservatistes en quelque sorte d'une culture qui pense que ce n'est pas possible. Alors du coup, forcément, il y a ces représentants qui viennent toujours nous redire ce qui est possible et pas possible. En fait, c'est comme un système immunitaire culturel qui se défend en fait d'un nouveau champ de réalité qui est insistant, hein, parce que les abductions sont quand même insistantes. C'est-à-dire, elles viennent nous parler d'un niveau de réalité qui rencontre en fait. Et voilà, et du coup, c'est sûr qu'il est plus facile de dire ces gens-là sont fous, ces gens-là inventent, ces gens-là délirent, ces gens-là sont hystériques, ces gens-là sont ceci, ces gens-là sont cela. Bon, moi en tant que clinicien, je veux dire, moi je les ai rencontrés, ils sont pas hystériques, ils sont pas ceci, ils sont pas cela, ils sont pas cela. Voilà, s'ils sont délirants, ça s'appelle pas des abductés, ça s'appelle des délirants. S'ils sont hystériques, ça s'appelle pas un abducté, ça s'appelle une hystérique, etc. Et l'abduction recouvre vraiment un champ de réalité avec des personnes qui racontent vivre un contact avec des aliens, je vais garder ce mot-là, ils essaient eux-mêmes de comprendre ce qui leur arrive et ils essaient de le comprendre avec nous, en fait. Donc à partir de là, soit on fait son zététicien, on dit passé, il n'y a rien à voir, ce n'est que, ces gens-là ne font que des erreurs d'interprétation, ne font que, etc. C'est-à-dire on se positionne
celui qui sait, qui va dire à ces gens-là ce qu'ils vivent, ou alors on se met à l'écoute de ces gens-là et on essaie de comprendre avec eux ce qu'ils sont en train de vivre en fait. Et là, c'est mettre notre culture, nos outils culturels, non pas pour en tant que je sais pas, soupape sur la cocotte minute, mais au contraire comme support pour essayer de réfléchir ensemble à quelque chose qui dépasse quand même notre entendement. Hein. Voilà. Et moi, je crois on a tout à y gagner. Voilà, en termes d'avancée culturelle, humaine, surtout à un moment où on voit bien qu'on pédale dans la semoule, hein, tous ensemble. On en revient à la semoule. Hein. Restaurant tunisien, semoule. Je pense que tu veux nous laisser un message subliminal. Il y a un truc là. Il y a un truc. Par contre, Nicolas, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Moi, il y a un astrophysicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Michio Kaku, que tu connais sûrement aussi, et qui a souvent un bon mot quand il parle des abductions. Il dit moi, je suis ouvert à tout, il n'y a pas de souci. Mais à la rigueur, amis abductés, la prochaine fois que vous vous faites embarquer, soyez sympa, volez quelque chose, une puce, un peigne, n'importe quoi. Mais de toute façon, vous ne serez pas arrêté pour vol parce qu'il n'y a pas de convention de vol entre les extraterrestres et nous. Moi, c'est vrai que là où je le rejoins, on a parfois, et c'est là où en général, sur certains soi-disant grands abductés, où là je dis bon là à mon avis c'est du flan, c'est souvent on a parfois des retours qui sont quand même un peu plan-plan quoi, tu vois, au niveau du message qui peut être transmis, c'est parfois assez plat. Oui. Oui, ça c'est sûr. C'est une dimension d'ailleurs qui ne retrouve pas que dans l'abduction. Ça nous met un peu dans un espèce de dissonance cognitive en fait. Hein, on pourrait attendre un niveau d'extraordinaire en fait dans les messages ou dans même quelque chose qu'ils ont ramené, puis on est face à une espèce de banalité, voire même de pathétique en fait. Hein, parfois du contenu du message. Hein. Ah oui, tout à fait. Alors oui, ça m'intrigue. On pense par exemple aux implants. Tous les implants qui ont pu être retirés, c'était des petits bouts de métal qui en général se sont désagrégés en quelques minutes. Jamais à ma connaissance on a retiré un implant, un truc incroyable qu'on a pu analyser. Sur les implants. Écoute, moi j'ai tendance. Ou pas toi les implants? Alors sur les implants, moi j'ai pas la compétence pour explorer ça. Du coup, je suis resté dans mon territoire de compétence parce que moi, si tu me montres une boule sous la peau, je peux dire il y a une boule sous ta peau, mais je n'ai pas du tout ni de compétences ni d'outils pour inciser, pour analyser, etc. Donc, je vais écouter ton témoignage. Et simplement, moi, ce que je relève, c'est que par rapport à la dimension des implants ou des marques corporelles ou de tout ça, bon. Moi, je me dis, mais ça c'est une pensée commune, mais je me dis à l'heure où nous, humains, sommes dans la nanotechnologie, on débute avec tout ça, mais quand ils nous montrent leur niveau technologique, disons, ces êtres-là, posons-le comme ça, moi ça m'étonne un petit peu qu'ils aient besoin de mettre des boules sous la peau, c'est-à-dire des choses qui soient visibles en fait. Je pense, mon idée, c'est que ce sont des communications. C'est-à-dire que tout ça a une fonction de communication. C'est pour être vu. C'est laissé pour être vu. C'est laissé pour générer de la pensée. Et ça répond aux marques de l'élusivité. C'est-à-dire que d'une certaine manière, Éric Zurker, il dit que les manifestations ufologiques, elles sont prises dans la fourchette de l'ostentatoire d'un côté et de l'élusivité de l'autre. Ça veut dire que c'est ostentatoire, c'est même provocateur au niveau de l'appel de l'attention, et en même temps c'est élusif dès le moment où on s'approche trop près. C'est-à-dire que ça laisse pas de preuves, ça laisse pas de traces, ou ça laisse toujours dans un espace qui permet le doute sceptique, voire le déni, ou la curiosité en fait. Moi c'est ce que ça me laisse penser, c'est que ça reste dans l'élusivité. D'autre part, je pense qu'il y a un niveau d'altérité qui est beaucoup trop important en fait pour pouvoir simplement le ramener à un niveau pensable. Moi, je dis plusieurs fois dans le bouquin, et je le pense depuis un moment, que l'ufologie est un koan au sens du zen, quoi. C'est-à-dire qu'elle nous met dans un espace d'énigme dont on ne trouvera pas l'issue par la pensée. Il n'y a pas... on trouvera l'issue par un bond de conscience,
un bond de conscience, c'est-à-dire un saut de conscience qui nous permet de rendre pensable ce nouveau niveau de réalité. En fait, on va pas le ramener à notre niveau pour le penser. Ce sera à nous de ça nous grandir. Tu vois, c'est comme dans le film Interstellar. Oui. Ouais. Tu vois, dans Interstellar, ça se présente comme un... Je trouve que dans le film Interstellar, les aliens ne se présentent pas, d'ailleurs. On sait qu'ils sont là par leur manifestation, mais on les voit pas. Alors, Nicolas, il y a une question que je vais te poser, Nicolas. Est-ce que dans toutes les abduqués que tu as vus, est-ce que tu peux dire qu'il y a un profil de l'abduqué qui se définit, un profil socioculturel, ou est-ce que ça peut vraiment toucher potentiellement tout le monde? Alors, ça peut toucher tout le monde. En tout cas, il y a une hétérogénéité dans les profils, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe socioculturelle, il n'y a pas de personnalité, etc. Il y a des facteurs quand même qui ont été démontrés, que je retrouve très bien, les aspects dissociatifs dans la personnalité, enfin on dit tendance dissociative, des maltraitances dans l'enfance, des carences affectives, qui concernent quand même une grosse partie de la population, des abductés. Voilà, mais à part ça, en fait, non, ça peut toucher tout le monde. Alors, est-ce que c'est des gens qui ont plutôt déjà une culture ufologique ou pas du tout? Non. Il y a même des personnes qui ont été, justement, chez qui ça crée vraiment un choc paradigmatique, qui s'ajoute au trauma, qui s'ajoute à ça, parce que voilà, c'était très très loin de leur vision du monde. Justement, celui dont tu parlais tout à l'heure, Yann, avait une vision, enfin, il était très très loin de cette thématique ufologique, il y croyait pas du tout. Hein. Et en fait, quand ça a commencé, que son attention a commencé à être attirée par l'expérience qu'il vivait, parce qu'il les vit depuis longtemps en fait. Hein. Du coup, ça l'a beaucoup secoué sur le plan de son paradigme. Oui, tu parles justement des enfants dans ton livre, en disant que les enfants qui ont eu des passages difficiles dès leur plus jeune âge sont peut-être plus à même de se rendre compte que l'homme n'est pas si fort que ça, qu'il est loin d'être une merveille de l'univers, et ça permet peut-être d'accepter plus facilement justement une altérité supérieure. Ah oui, d'accord. Quand une personne a pu vivre des maltraitances infantiles, etc. Bon, c'est une hypothèse parce que ça reste une grosse proportion de la population en fait. C'est-à-dire tous les abductés n'ont pas vécu des maltraitances ou des abus sexuels, etc. Donc on peut pas dire que c'est un trait, mais ils sont quand même surreprésentés. Et on trouve cette même je pense qu'on trouve cette même surreprésentation, mais il faudrait le vérifier, c'est peut-être une bêtise ce que je dis, mais je pose l'hypothèse en tout cas qu'on trouve cette surreprésentation chez la population des médiums. Et l'hypothèse que je pose effectivement, c'est que ça crée peut-être une prédisposition de la rencontre avec l'autre, en quelque sorte. C'est-à-dire, bon, c'est sûr que il y a une dimension initiatique malgré tout dans la dimension de la maltraitance, c'est triste à dire, mais on l'observe en fait. Hein. C'est-à-dire beaucoup d'enfants qui ont vécu des maltraitances ont développé en fait des prédispositions psychiques en fait. Donc ça fait partie vraiment d'une observation récurrente. Il y a un psychiatre qui s'appelle Nestor Berlanda qui lui a posé l'hypothèse suivante qui me semble vraiment intéressante. Pour lui, quand on est face à une menace pour sa survie, comme la maltraitance infantile ou des traumas ou autres, en fait, on vit un pic de DMT. Donc le DMT, c'est une substance qu'on a dans le corps, qui est naturelle, mais qui est aussi une substance, la substance active de l'ayahuasca, ou d'autres plantes qui vont générer des états élargis de conscience. Bon, voilà. Et du coup, l'hypothèse de Nestor Berlanda, c'est que les enfants qui vivent des maltraitances vont sécréter des pics de DMT, et ces pics de DMT créent des ouvertures de conscience qui les rendent en disponibilité en fait à rencontrer des niveaux non ordinaires de la réalité, dont ces aliens qui du coup véhiculent dans des plans intermédiaires. Voilà un petit peu son hypothèse. Je trouve qu'elle est intéressante, en tout cas, elle mériterait d'être vraiment explorée, quoi.
Ouais. Alors ça me fait un peu penser aussi au poltergeist en fait, où assez souvent on a des enfants, des adolescents qui sont en période de crise et qui déclenchent potentiellement des phénomènes dans les maisons, dans les... C'est vrai. C'est vrai aussi, effectivement. Tout à fait, ouais, 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 ouais. Ouais. Non, c'est un champ des possibles euh, assez effroyable parce que c'est vrai qu'une enfance difficile, c'est jamais souhaitable. Mais voilà, si c'est un schéma relativement récurrent, ce serait intéressant effectivement de le creuser effectivement. Parce que justement, alors on va venir au dernier chapitre de ton livre. Toi, tu indiques qu'il y a quand même une dimension initiatique à tout ça malgré tout, et on peut se demander si c'était pas la finalité de l'abduction au final. Bon, la finalité, je ne sais pas, mais en tout cas, parce que Une étape. pour l'avoir échangé avec Nestor Berlanda de ça, c'est mon observation de la dimension initiatique de l'abduction. C'est-à-dire qu'il y a une dimension initiatique au sens d'un éveil psycho-spirituel. Alors les personnes qui sont pas habituées à ces mots-là, peut-être ça peut leur sembler un peu perché comme mot psycho-spirituel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand on ouvre suffisamment sa conscience, on commence à rencontrer des plans de réalité qui sont des niveaux spirituels de la réalité, tout simplement. On en fait l'expérience, ça devient réel, et du coup, bah, on évolue dans la conscience de qui nous sommes aussi. C'est ça que ça veut dire, en fait. Bon, quand je parlais de cette dimension initiatique de l'abduction avec Nestor Berlanda, donc lui, ça fait à peu près 30 ans qu'il travaille avec les abductés en Argentine. Et il me disait, écoute, c'est intéressant parce que moi, dans les premières années, c'est quelque chose qu'on n'observait pas du tout. Les abductés restaient dans la dimension traumatique et il n'y avait pas de dimension initiatique qu'on pouvait observer en fait. Mais tout simplement parce que les abductés à l'époque ne bénéficiaient pas de l'aide ni de l'ouverture sans doute d'esprit. Enfin, en Argentine, si je peux le supposer aussi parce qu'il y a un reportage, enfin un documentaire qui s'appelle Témoins d'un autre monde, qu'on peut voir traduit en français sur le site de l'INRES, et puis qu'on peut trouver sous le nom de Testigo de Otro Mundo, pour ceux qui sont hispanophones, et qui raconte l'histoire de Diego, je crois, qui est un abducté argentin, et qui va rester, plusieurs décennies muré dans son trauma, sans du tout que la dimension initiatique émerge. Elle va émerger quand Jacques Vallée va venir le voir, Nestor Berlanda, c'est vrai qu'ils vont donner un cadre, d'une certaine manière, rassurant, en disant qu'il n'est pas fou, et en l'aidant petit à petit à ouvrir à s'intéresser à ce qu'il a vécu, à se remettre en lien avec les Indiens Guarani, qui étaient en fait de sa lignée, si je me rappelle bien. Et tout ça va tout à fait complètement renverser l'expérience du trauma vers l'initiation, en fait. Et du coup, cette dimension initiatique de l'expérience, elle semble avoir besoin, en fait, d'un pont entre, d'un côté, les aliens qui créent quelque chose, mais aussi de l'autre côté, les humains qui accompagnent l'expérienceur. C'est pas seulement les aliens, parce qu'il y a l'expérience m'effracte, mais il y a aussi comment je vais accompagner cette expérience. Et si l'abducté tombe entre les mains de quelqu'un comme David Jacobs, par exemple, il risque pas d'ouvrir une dimension initiatique, parce que quelqu'un comme David Jacobs va avoir une lecture extrêmement anxiogène, fermante de l'expérience. Quelqu'un comme John Mack ouvrait une dimension clinique, ça veut dire qu'il ne se positionne pas dans une direction ou une autre, mais accompagne avec tous les ingrédients qu'il faut la personne pour qu'elle digère les contenus traumatiques sans en rajouter, en fait. Il observait, comme je l'observe et comme d'autres l'observent, que quand le contexte est favorable, les abductés, en fait, libèrent des dimensions initiatiques à leur expérience. Voilà. Mais il y a besoin des deux côtés. Oui, comme une ouverture, il faut que ça aille dans les deux sens, sinon ça marche pas, effectivement. On est bien Voilà. d'accord là-dessus. Moi, je pourrais présupposer que, enfin, je ne sais pas si du coup il y a une intention initiatique. C'est difficile de vraiment le conclure en disant c'est sûr, c'est comme ça. Moi, j'irai pas jusque là. Ouais. Mais en tout cas, elle demande de nous mobiliser collectivement. C'est ça que je trouve intéressant. Ouais, on est bien d'accord.
Alors, écoutez, on arrive à l'heure d'émission assez rapidement, assez facilement, je dirais, parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Philippe, tu as peut-être une Alors, dernière moi, question que tu veux poser à oui, Nicolas? je voulais demander quelque chose à Nicolas. C'était concernant l'hypnose. Je voulais savoir comment on pouvait utiliser cet outil dans le cas des abduqués. Voilà, ce qu'il en pensait sur les régressions, sur. Bon, je pense il y aurait beaucoup à ouvrir en fait, parce que tout est focalisé sur l'hypnose, tout le monde est passionné par l'hypnose. Il n'y a plus que l'hypnose pour les abductés, etc. D'abord, il y a des abductés qui se souviennent de l'expérience d'hypnose, hein, faut quand même le souligner en fait, parce que notamment chez les sceptiques, qui vont vouloir attaquer l'abduction Oui, sous l'angle de oui, l'hypnose, en disant oui, ah tout là, à fait. bon, mais c'est pas vrai. Il y a des abductés qui ont des souvenirs sans hypnose, qui ont des souvenirs directs. Bon, alors. Qu'est-ce que je pense de l'hypnose chez les abductés? Bon, bah, d'abord, c'est une technique qui est bon, intéressante, qui aide beaucoup les abductés parce ils ont beaucoup de trous dans leur expérience. Et du coup, le fait déjà de combler les trous est thérapeutique pour eux et rassurant et les aide beaucoup à avancer. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a une dimension thérapeutique dans le fait de retrouver ou de contacter des expériences, que ça veut dire que les contenus qui sont Oui, rencontrés sont ouais. vrais et qu'il Mm, faut coller comme ça au récit, mm. comme le fait justement Jacobs, euh, pour dire voilà et de construire une scénarisation et d'aller voir les détails, de plus en plus de détails, et puis construire une vision comme ça. Bon, moi je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport au contenu des expériences. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger les niveaux épistémologiques entre le plan thérapeutique, ça veut dire ça fait du bien à cette personne et c'est important et ça la fait grandir dans sa représentation, et puis le plan de la connaissance générale qu'on peut avoir sur ce phénomène, de quoi il s'agit. L'interface de l'hypnose, c'est pas si c'est un outil, euh, disons, si performant pour avoir accès au réel, bon, bah, tous les tribunaux utiliseraient l'hypnose pour avoir accès aux témoignages. Oui, parce qu'on a en mémoire, par exemple, le cas de Betty Hill, qui, sous hypnose, avait reconstitué une carte de l'univers, de galaxies, d'astres qui n'étaient pas encore découverts à l'époque. Voilà, c'est. C'est compliqué. En fait, on a tous en tête des cas comme ça d'abduqués qui ont raconté des choses sous hypnose, vraiment des choses. Mhm. Si tu veux, la conscience est un territoire complexe, passionnant. Tu peux avoir accès sans passer par l'abduction en hypnose, avoir accès à des données dont tu as pas idée Ouais. en fait, et sans que tu aies été abducté, et simplement parce que l'hypnose, comme les autres états modifiés de conscience, hein, il n'y a pas que l'hypnose, peut te donner accès à tout un tas de champs d'informations ou de souvenirs encryptés dans l'inconscient ou d'informations des champs akashiques, si on veut le dire comme ça, c'est-à-dire du Google cosmique, comme j'aime bien dire. Moi. Bon, voilà, il y a même des abductés, par exemple, qui après une abduction ou pas d'abduction, après une rencontre ovni, vont en tout cas témoigner, se sentir en lien avec justement le Google cosmique Ouais. en quelque sorte. Tu leur poses une question et ils ont accès à tout un tas d'informations, tu vois. Donc, bon, entre l'accès aux informations par l'hypnose, c'est-à-dire, bah oui, je peux te sortir une carte, par exemple, et puis le fait que vraiment ce que tu me dis est vraiment ce qui s'est passé, voilà, c'est un pas qui est pas si facile à faire. C'est facile à faire. Tu vois, moi je pense que l'histoire, il faut pondérer par l'histoire parce que certains nous disent oui, mais ils nous font tous les mêmes récits. Bon, bah oui, c'est vrai globalement et c'est un argument fort. Je pense que l'histoire va nous dire aussi dans quelques décennies si c'était le fin mot en fait. Oui. Effectivement. Alors, on va peut-être finir cette émission avec une des illustrations qui sont dans le livre et qui m'a fait beaucoup rire. On voit une soucoupe volante et deux extraterrestres dedans et qui disent mais c'est vraiment très dur de se faire entendre par des cons. Et c'est peut-être le message final. Moi, ça me fait dire quand je lis ton livre, il faut vraiment que des vrais praticiens se penchent sur la question, y travaillent, qu'on arrête peut-être de sortir des gens sans trop réfléchir, et puis peut-être d'arrêter aussi des amateurs, dont je fais partie, hein, se penchent sur ces cas sans aucune formation. Je pense qu'il faut vraiment que le corps médical s'y penche. Je pense que tu seras d'accord avec ça.
Moi, je suis toujours pour la pluralité, en fait. Donc, je pense que tout le monde a sa place et qu'il faut qu'on dialogue les uns avec les autres parce qu'on a un sujet quand même. Moi, je suis pas non plus pour que ce soit un sujet que de spécialistes parce que on a aussi nos biais de pensée. Tu vois, on a notre culture déformante et moi, je pense que ça, c'est bien qu'on se parle tous ensemble. Après que l'ufologie se détermine comme discipline, c'est-à-dire se professionnalise d'une certaine manière. Bon, sans doute que ça peut être une bonne chose, en fait. Non, mais là où je te rejoins, effectivement, chaque structure devrait avoir, dans ce cas-là, son psychologue avec une vraie formation sur ces problématiques-là. Voilà, là, ça pourrait commencer à avoir du sens, effectivement. Ouais, Là, ce serait super. Je te rejoins. Mais encore une fois, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans... Surtout éviter de jouer aux apprentis sorciers, quoi. Voilà, de partir dans tous les sens, de conforter les gens. Oui, d'ailleurs, de savoir passer le relais à un moment donné. Ouais. Rien qu'au Cerro, on était, on était parce que, mais on est encore, je pense. Moi, je fais plus partie du Cerro, mais voilà, je vais continuer à parler au présent. Au Cerro, on est assez vigilant justement à ça, c'est-à-dire c'est pas parce que bon, il y avait un processus de sélection entre guillemets, c'est-à-dire des entretiens avant de pouvoir entrer au Cerro. Il y avait des entretiens avec les psychologues, avec avec d'autres expérienceurs, et puis venir à un groupe. Tout ça, c'était des espèces de sas pour permettre d'écrémer entre guillemets, voilà, ceux qui sont dans des confusions, ceux qui sont ceci, cela, pour garder les abductés entre guillemets. Maintenant, on a toujours été vigilant au fait que c'est pas parce que tu rentres au Cerro et que tu fais partie des abductés en quelque sorte que tu es estampillé, abducté par des extraterrestres, tu vois. Oui. C'est simplement ce que tu dis en fait relève de ce qu'on nomme abduction. Ça veut dire bon bah vous êtes des millions à parler de ça. Voilà, et on ne sait pas de quoi il s'agit, on peut y penser ensemble, et voilà un espace où tu peux y penser ensemble, parce qu'il n'y a que des personnes qui vivent des choses comme toi. Voilà. Et donc voilà, mais nous, on ne se positionnait pas comme donnant un tampon abducté. Oui. C'est bon. Effectivement. Bien écoutez, moi je vous conseille vraiment la lecture de ce livre, Clinique des abductions. Alors je conseille vraiment à tout le monde, c'est-à-dire aux praticiens qui voudraient s'intéresser à la question, aux personnes qui ont l'impression d'avoir vécu quelque chose ou de vivre des choses qu'ils ne comprennent pas, mais aussi à tous les gens qui veulent s'intéresser au domaine en général, parce qu'encore une fois, et je trouve que tu as évité l'écueil de John Mack qui a une écriture très technique, très difficile à lire. Là, c'est vrai que ce livre, justement, se lit, non pas facilement, mais en tout cas, on sent que c'est un livre fait pour l'ouverture et vraiment pour les autres et pour que tout le monde puisse s'initier à ce domaine, en fait. Oui, je te remercie beaucoup Pascal de dire ça, c'est le premier feedback que j'ai comme ça, donc je te remercie beaucoup parce que j'ai essayé de le faire justement parce que j'ai une grande admiration pour le travail qu'a fait John Mack et je trouvais assez douloureux de voir mes amis ufologues quand je leur demandais, ils me disent ah oui John Mack, enfin quel travail John Mack, et je dis mais qu'est-ce que tu retiens du travail de John Mack? Bah en fait pas grand-chose. Et je trouvais ça assez décevant parce que il y a une puissance de la pensée chez John Mack en fait qui est vraiment voilà, que je peux que encourager à lire et essayer de comprendre. Et c'est vrai que je me suis dit que peut-être c'était lié à une écriture un peu technique, je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé moi, de faire du mieux que j'ai pu, disons. N'étant pas écrivain, mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et je trouve que c'est une réussite. Merci beaucoup. Non, vraiment bravo Nicolas pour ce livre. Et, voilà, j'espère qu'il permettra peut-être justement de servir d'intermédiaire entre la lecture de Mack, qui est vraiment très technique, hein, c'est vraiment compliqué. Voilà, parce que je pense que c'est un vrai sujet qu'il faut prendre au sérieux, mais qu'il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, hein, parce qu'encore une fois, bien sûr que dans les personnes qui se disent abductées, il y a des gens qui ne le sont pas ou qui ont lu un bouquin, qui veulent se rendre intéressants, enfin toutes les pathologies qu'on peut avoir au niveau de la psychologie, mais il y a quand même un bruit. Comme on dit, un bruit qui est là, qui est résistant et sur lequel il faut réellement se pencher. Voilà. Et d'ailleurs, si tu me permets, Pascal, pardon. Oui. Ah, si tu veux bien, Pascal, je voudrais bien rajouter quelque chose. C'est que je pense en fait que c'est un sujet, moi, qui me semble central, mais pas forcément le sujet des abductions en particulier. Moi, j'ai trouvé vraiment très synchronistique et
passionnant le fait que mon livre sorte en même temps que celui de mon ami Fabrice Bonvin, parce que je crois justement que la question des abductions rencontre la question des RR5 parce qu'on est à une période de l'histoire de l'humanité. Je pense que la question de l'altérité devient centrale. Ça veut dire que les abductés, d'une certaine manière, sont un peu les premières étoiles d'une galaxie, comme si deux galaxies se rencontrent en fait, et que c'est les premiers à rentrer en contact avec une autre galaxie de conscience en quelque sorte, qui de toute façon sans doute a toujours été là, puisqu'elle se manifeste depuis toujours, mais peut-être qu'il y a une accélération du contact avec les abductions en fait, qui à mon avis parle d'un phénomène qui nous attend en fait. Sauf que quand tu regardes le témoignage des abductés, on voit qu'ils essaient de mettre du sens à quelque chose qui est très difficilement pensable. Et chacun a leurs moyens, à leur façon en fait, mais c'est quelque chose qui les change en profondeur, qui leur parle d'une multidimensionnalité. Ça veut dire que moi, ça me laisse penser que non, une soucoupe volante ne va pas se poser devant la Maison Blanche, ça va pas se passer comme ça, mais que s'il y a un contact qui se fait, enfin quand il y aura un contact qui se fera, ça va passer par une évolution de la conscience humaine, parce que les abductés, c'est de ça dont ils essaient de rendre compte. En tout cas, c'est ça qu'on observe chez eux. Il y a un changement de leur conscience, en fait. Et je pense vraiment que on est à un moment critique, quand même, de notre humanité. L'effondrement de la biodiversité, là, ce qu'on vit depuis, tous collectivement, pour la première fois, l'histoire humaine est confrontée quand même à une expérience que nous vivons tous ensemble. Sur le globe, on peut dire tout ce qu'on veut de lecture, d'interprétation, de ce qu'on veut de tout ça, mais on a un événement qui est quand même nouveau, on vit collectivement tous quelque chose. On est dans un pied d'égalité face à quelque chose. On verra où ça mène. Et moi, je pense que la question de la rencontre ufologique, elle est au cœur justement de demain, en fait. Et que le livre de Fabrice sur justement les RR5, pour moi, c'est vraiment là actuellement ce qui m'intéresse d'ailleurs. C'est-à-dire les abductions, j'ai un peu plus quitté ce champ-là. Je m'intéresse beaucoup plus maintenant au contact endogène. Et comme tu disais, puisqu'au Mexique, j'ai de la chance d'y aller régulièrement et j'y retourne dans un mois et demi, j'explore beaucoup maintenant ces questions-là, en fait. Et pour terminer, je trouve intéressant, même moi, ça attire quand même mon attention, le fait qu'il y ait une accélération des révélations aux États-Unis qui soit contemporaine de la question du corona, quoi. Je trouve que c'est quand même intriguant, en tout cas. Il y a une accélération à tous les niveaux. Sortira de cette montagne, est-ce qu'elle accouchera d'une souris? Ça, on le saura très bientôt, effectivement. Tu sais, Pascal, moi je me dis que même si ça accouche d'une souris, en fait, il y a quand même un processus de révélation, tu vois, il y a quelque chose qui est en cours, c'est-à-dire je te parle d'un sujet, puis après je te dis non, mais il n'y a rien à voir. Mais je t'en reparle, puis après non, mais il n'y a rien à voir. Et après je t'en reparle, non, mais c'était juste ça. Non, mais n'empêche qu'il y a une imprégnation progressive, quoi. Ouais. Non, mais tu sais, il y a la bonne vieille phrase des révolutionnaires qui disent ils ont voulu nous enterrer, mais ils n'avaient pas compris que nous étions des graines. Donc voilà, il y a un peu de ça aussi là qui est en train de se créer. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, en tout cas, tu parlais de Fabrice Bonvin, effectivement. Donc, quand cette émission sera en ligne, l'émission de Fabrice aura déjà été diffusée. Puis, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'on a un triptyque très intéressant, puisqu'on va recevoir aussi Cécile Clélias avec son livre « Leur mort a changé leur vie ». Et voilà, là, je trouve qu'il y a quand même une belle boucle et en tout cas un beau champ d'analyse et de réflexion à apporter. Nicolas, c'était une conversation passionnante, tout comme ton livre d'ailleurs. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler bientôt dans une émission, dans le cadre d'une table ronde ou autre, ou peut-être des révélations que nous ferons les Américains. Philippe, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette émission. Merci Pascal, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Merci à tous les deux. Merci Philippe, merci Pascal. Bonne...